Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Et alors, Bonjour, monsieur. aujourd'hui, on entame la deuxième partie de ce cours qui sera consacrée à la nutrition minérale, donc plutôt donc à une petite partie de la nutrition minérale. Donc, au tout début de ce cours, donc je vous ai parlé de la constitution des êtres vivants, donc d'une manière générale, et des plantes en particulier. Donc, grossièrement, donc il y a des parties, des fractions minérales, des fractions organiques et de l'eau. Donc, la fraction organique, la matière organique, chez les plantes, donc vous savez d'où elle provient. Il provient donc de la réduction d'un, il provient de la réduction du carbone minéral, du carbone oxydé, donc c'est-à-dire du CO2, donc par une série de réactions, donc moyennant donc une énergie directement puisée donc des radiations lumineuses, donc c'est ce qu'on appelle la photosynthèse. C'est comme ça que la matière organique des plantes donc est synthétisée. Alors l'eau, donc on en a parlé, donc on a parlé de ses rôles, donc pour la plante essentiellement, donc c'est un milieu réactionnel, donc ça permet donc de réguler la température, ça permet de véhiculer et les éléments nutritifs, donc les photosynthétases, les hormones. Donc on a également parlé des mécanismes donc, qui font que l'eau puisse être absorbée par les plantes, donc qui puisse être transportée dans ce qui constitue la sève brute et puis également redistribuée par la sève élaborée transportant les sucres résultant de la photosynthèse. Alors, dans tout ce circuit-là, donc il y a une grande partie d'eau qui est perdue par transpiration sous forme de vapeur d'eau, donc on en a également parlé, et on a expliqué donc les mécanismes de régulation de cette transpiration. Alors donc, on a fini donc cette partie donc de nutrition hydrique et on va commencer à parler donc en fait de ce qui reste, donc c'est-à-dire donc de ces minéraux, donc à quoi ils servent, donc pourquoi ils sont si importants pour la croissance et le développement des plantes en particulier, mais ça fait un peu la même chose, c'est-à-dire ça a les mêmes fonctions pour tous les êtres vivants, donc depuis les bactéries donc jusqu'aux organismes les plus évolués. Alors, ces éléments minéraux, donc c'est quelque chose tout d'abord que les êtres vivants ne peuvent pas synthétiser. Donc, c'est des éléments donc en fait, ils ne sont pas synthétisés même pas sur Terre. Donc, ils sont transformés, mais donc il n'y a pas de synthèse, il n'y a pas de fabrication de calcium, de magnésium, d'or, d'argent, de platine, de tout ce que vous voulez, donc de fer ou de cuivre, donc sur Terre. Donc c'est pas là où ça se passe. Donc ça se passe dans les étoiles, ça se passe dans les supernovas. Donc c'est à ce niveau-là qu'il y a synthèse d'éléments minéraux. Alors, donc on fait toute cette matière minérale de l'univers. Donc en fait, il a été fabriqué dans des forges stellaires, dans des supernovas. Et tout ça, c'est que de la poussière stellaire. Donc, tout ça, c'est juste de la poussière, donc, du cosmos, y compris, donc, tous ces astres que vous voyez, donc, tous ces planètes, ce n'est que de la poussière, donc, d'astres, donc, fabriqués dans des fours stellaires, dans des supernovas. Alors maintenant, donc, ça, c'est juste pour comprendre qu'aucune synthèse de matière minérale n'est possible sur Terre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les êtres vivants ne peuvent utiliser donc, cette matière minérale qu'à partir de leur environnement. Donc, ils ne peuvent pas en synthétiser, donc ils doivent se la procurer directement dans leur environnement. Si vous avez besoin d'argent, de fer, de calcium, de magnésium, donc en fait, c'est quelque chose que vous devez avoir dans votre nourriture donc, et qui doit provenir de votre environnement. Votre organisme, les cellules vivantes n'ont aucun moyen pour synthétiser ces éléments. Alors maintenant, pourquoi c'est essentiel à la vie donc, et autre question, donc en fait, les éléments minéraux donc, en fait, sont répartis dans le tableau de Mendeleïev, donc dans la table périodique chimique. Donc il y en a une centaine sur Terre, donc il y a
environ 100 éléments chimiques différents sur Terre. Est-ce que tous ces éléments-là sont nécessaires à la vie, c'est-à-dire est-ce que pour une cellule vivante, quelle qu'elle soit, bactérienne ou humaine ou végétale, est-ce qu'elle a besoin de tous ces éléments-là? Alors évidemment, donc ça on le sait, donc, on le sait maintenant. C'est pas très difficile à deviner, donc, parce qu'en fait, si c'était vrai, donc ça se saurait. Donc, si vous aviez besoin d'or pour votre croissance et votre développement, ça se saurait. Donc, tout le monde aurait su que pour grandir, pour croître, pour se développer, donc il faut de l'or. De l'or est un élément également minéral. Alors, si vous aviez besoin donc d'argent, la même chose. Si vous avez besoin de platine, d'uranium, du je ne sais quoi, donc ça serait. Donc, il y a un certain nombre d'éléments quand même qu'on soupçonnerait très facilement qui ne sont pas nécessaires à la vie. Alors maintenant, la totalité des éléments minéraux ne sont pas nécessaires à la vie. Il y a une petite partie de ces éléments-là dont les cellules vivantes en ont besoin. Pourquoi ils en ont besoin de ces éléments? Quels sont leurs rôles? Qu'est-ce que ça fait dans les mécanismes de la vie? Alors, il y a différents rôles. Donc, en fait, tous ces éléments-là, donc, soit c'est essentiellement des cofacteurs d'enzymes, c'est-à-dire, donc, vous avez la partie protéique qui est organique, qui peut être synthétisée à l'intérieur des cellules, mais pour que ça fonctionne, donc, les enzymes, le plus souvent, ils ont besoin du cofacteur, et ces cofacteurs, le plus souvent, c'est des métaux. Donc, vous avez des enzymes qui ont besoin de cuivre ou de fer ou de magnésium pour fonctionner. Donc, s'il n'y a pas ces éléments-là, l'enzyme ne serait pas fonctionnelle, il n'y aurait pas de réaction métabolique, il n'y aurait pas de vie. Donc, un rôle métabolique essentiel. Donc, ils peuvent également faire partie de la structure des organismes vivants, donc des animaux marins avec des coquilles complètement minérales, donc ça vous en avez déjà vu, donc avec des squelettes minérales, donc des vertébrés avec des squelettes complètement de nature minérale, donc ça aussi vous en avez, soit des exosquelettes, soit des squelettes internes, ça aussi vous le savez. Alors, chez les plantes aussi, donc il y a des plantes qui utilisent ces éléments-là pour se fabriquer en quelque sorte un squelette, une structure. Donc l'exemple le plus pédagogique que tout le monde peut vous répéter et que vous pouvez entendre un peu partout, donc c'est le calcium. Le calcium, il fait partie de la constitution des parois pectocellulosiques, donc c'est les pectines en fait qui font partie de ces polysaccharides qui font partie donc de la structure des parois cellulaires. En fait, ils sont sous forme de pectates de calcium. Donc, il y a beaucoup de calcium dans les parois cellulaires. Alors, les parois cellulaires pour les plantes, c'est l'équivalent d'un squelette. Donc, c'est ce qui tient les plantes dans leur port dressé. Donc, c'est grâce à cette structure ligneuse donc des parois primaires et surtout grâce aux parois secondaires. Donc, ça a une fonction, ces éléments minéraux, donc ils ont une fonction métabolique, ils ont une fonction structurale, ils ont aussi une fonction physiologique qu'on peut voir à deux niveaux, donc c'est-à-dire donc rien que le fait que ces éléments-là restent solubles à l'intérieur de la vacuole des plantes, donc ça permet d'augmenter la pression osmotique, ça permet de diminuer le potentiel hydrique, donc et c'est quelque chose qui est nécessaire pour l'absorption de l'eau, donc ça on en a parlé. Donc il contribue donc à cette absorption de l'eau de cette manière-là. Alors, certains éléments minéraux également, donc ils jouent même un rôle de messager secondaire, c'est-à-dire donc le fait qu'ils sont détectés dans un compartiment cellulaire, donc parce que en fait, il faut savoir que tout ça est bien compartimenté dans les cellules. Donc en fait, les cellules sont ces différents compartiments. Il y a le noyau, il y a les mitochondries, il y a les plastes, il y a toutes les structures membranaires. Donc il y a toutes les vésicules membranaires, il y a le réticulum, il y a l'appareil de Golgi. Donc en fait, tous ces petits compartiments donc à l'intérieur des cellules ne sont pas équivalents. C'est-à-dire l'intérieur d'une mitochondrie, donc c'est pas la même chose que l'intérieur de la vacuole, c'est pas la même chose que l'intérieur du cytoplasme. Tout ça, ça diffère en constitution et en composition. Alors, de cela, en fait, on peut comprendre qu'en fait, que le fait
de retrouver des éléments minéraux là où ils ne devraient pas être à l'intérieur de la cellule. Donc, il est perçu par la cellule comme étant un signal. Et on parle de messager. On parle de messager. Donc, en fait, le calcium, par exemple, cellulaire, donc on revient à cet élément-là. Donc, le calcium cellulaire, en fait, il n'est pas dans le cytoplasme. Les teneurs, les concentrations en calcium dans le cytoplasme cellulaire sont extrêmement faibles. Alors, le fait qu'il y ait du calcium dans le cytoplasme, il est perçu, il est détecté par la cellule comme un signal. Donc, c'est-à-dire, à partir de ce signal-là, il y a une cascade d'événements, il y a une cascade de signalisation qui se met en marche pour fabriquer, pour dégrader, pour remplir tel ou tel autre rôle. Alors, en fait, tout le calcium cellulaire, donc, il est séquestré à l'intérieur des vacuoles. C'est-à-dire, c'est à l'intérieur des vacuoles où on va retrouver l'essentiel du calcium. Donc, le fait qu'il sorte donc, dans le cytoplasme, c'est un signal. Donc, en fait, vous voyez aussi donc, que ces éléments minéraux, donc, ils peuvent jouer donc, un rôle physiologique, donc, soit pour la régulation osmotique, donc, soit également pour la détection, pour faire office de signaux chimiques. Donc, il y a tous ces rôles-là. En fait, ce sont tous ces rôles-là qui font que ces éléments sont indispensables à la vie. Ils sont indispensables à la vie d'une manière générale. Donc, et je répète, c'est presque la même chose. C'est presque la même chose depuis la bactérie jusqu'à l'humain. C'est-à-dire, vos cellules, ils fonctionnent comme des cellules de plantes, ils fonctionnent comme des cellules bactériennes, ils fonctionnent comme des cellules de crustacés ou de mollusques ou je ne sais de quel organisme vivant autre. Donc, c'est à peu près les mêmes mécanismes, c'est à peu près les mêmes schémas de fonctionnement. Donc, les éléments minéraux donc, sont essentiels à la vie, ils le sont parce qu'ils jouent ces rôles-là. C'est des éléments de structure, c'est des cofacteurs d'enzymes, c'est des éléments donc, de signalisation, c'est des éléments qui maintiennent une certaine homéostasie ionique, donc indispensable aux réactions chimiques. Donc, c'est pour tous ces rôles-là que ces éléments minéraux donc, sont obligatoires et indispensables à la vie. Alors maintenant, donc, je l'ai dit au tout début, donc tout ça, ça devrait provenir de l'environnement. Aucun être vivant n'est capable de synthétiser des éléments minéraux. Donc, vous devez absolument, les plantes, les bactéries, les animaux, tout ce que vous voulez, donc ils doivent les prendre dans leur environnement. Alors en fait, il se trouve qu'on vit dans un environnement minéral par excellence. Donc toutes les planètes, donc toute la masse planétaire, donc quelle que soit la planète, donc en fait à l'exception, enfin je parle ici des planètes telluriques, donc pas des planètes gazeuses. Donc en fait toutes ces planètes telluriques, donc en fait ils sont constituées de matière minérale. Donc c'est quelque chose de très 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 abondant au niveau de l'univers, de très très abondant au niveau de la Terre. Donc et cette abondance, on la verra un peu plus loin, que ça peut poser des problèmes parce qu'en fait, ça peut se révéler toxique pour des organismes vivants. Bien. Alors maintenant, donc, ça doit être procuré, donc ça doit être pris directement dans l'environnement. Donc en fait, on ne va pas parler maintenant, donc on va arrêter de parler des animaux, des bactéries, et on va parler des plantes maintenant. Alors maintenant, les plantes, donc ils se les procurent de quelle manière? Donc c'est que ces éléments minéraux, donc ils proviennent du sol, tout simplement. Le sol, c'est la couche superficielle de la croûte terrestre, donc c'est ce qu'on appelle le sol. Donc vous aurez tout un module qui traite de cette science-là du sol qu'on appelle pédologie. Donc, vous l'aurez, on est 6, je pense. Donc, moi, ici, donc, je vais juste passer très, très, très rapidement et très brièvement sur beaucoup d'aspects. Ce qui est important, c'est que c'est à partir de ce sol-là où les végétaux se procurent des éléments minéraux. Alors maintenant, le sol lui-même, il est composé de ces différentes fractions. Il y a une partie organique dans le sol, c'est-à-dire en fait tous les êtres vivants, c'est-à-dire que ce soit des animaux, des plantes, des micro-organismes. Donc une fois donc morts, donc ils rejoignent le sol donc par l'effet de l'attraction terrestre. Donc en fait tout ça, ça rejoint le sol et ça fabrique et ça constitue une couche organique
du sol. Alors, à côté de ça, il y a tout ce qui est minéral. Et après ça, donc, il y a tout ce qui est gazeux. Donc, dans le sol aussi, l'atmosphère terrestre, il peut pénétrer. Donc, dans le sol, on peut retrouver également des gaz de l'atmosphère, c'est-à-dire à l'intérieur du sol, on peut retrouver donc la même composition que l'atmosphère terrestre, c'est-à-dire une partie gazeuse qui est composée d'azote, d'oxygène, essentiellement. Alors, et à côté de ça, on peut retrouver également de l'eau. Donc, les constituants du sol, dans tout ça, sont essentiellement ce dont je viens de parler à l'instant. Alors maintenant, les plantes, comment ils se procurent cette matière minérale? Alors, la seule chose que vous devez retenir, c'est qu'en fait, les plantes ne peuvent absorber ces éléments minéraux que lorsqu'ils sont solubles dans l'eau. C'est-à-dire, en fait, en absorbant la solution de l'eau, donc en fait, ils absorbent également les éléments minéraux. Donc voilà, avec une précaution, avec une chose à laquelle vous devez faire attention. Donc on en a parlé, donc quand on a parlé de l'eau, donc toute l'eau elle est absorbée via donc des protéines transmembranaires appelées aquaporines, spécialisées dans le transfert de la molécule d'eau, c'est-à-dire c'est la molécule d'eau qui passe à travers les aquaporines, pas les éléments minéraux, même si on a dans cette eau-là, même si c'est des éléments minéraux, donc sont en solution dans cette eau-là, donc en fait ils ne vont pas passer, ils ne vont pas transiter, ils ne vont pas passer par les aquaporines, ils vont passer par d'autres transporteurs. Tout simplement. Mais c'est toujours la même règle. Donc, pour franchir cette bicouche lipidique, donc tout ce qui est hydrophile, tout ce qui est soluble dans l'eau, donc ne peut pas passer, ne peut pas diffuser à travers les lipides. Donc, il doit absolument transiter par des transporteurs spécialisés. Pour les éléments minéraux, donc vous avez des transporteurs spécialisés, des transporteurs qui vont faire passer le calcium, des transporteurs qui vont passer le potassium, des transporteurs qui vont faire passer le fer et ainsi de suite. Donc, vous faites tout ça, ça transite, mais il y a une condition, il faudra que ça soit déjà soluble dans l'eau, il faudra que ça existe sous un état soluble, ionisé, soluble dans l'eau, sinon c'est pas possible. Donc, en fait, les plantes, ils ne peuvent pas se nourrir directement à partir de la roche-mère. Donc, en fait, les plantes, ils ne mangent pas, si vous voulez. Donc, si vous passez l'expression, les plantes ne mangent pas de la roche. Ils boivent, si vous voulez, de l'eau qui contient des éléments minéraux. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, la première condition, et ça, c'est très important pour la suite, donc on y reviendra peut-être la prochaine fois. Donc, la première condition pour que des éléments minéraux donc, soient disponibles pour la plante, donc il faudra qu'ils soient déjà solubles dans l'eau. C'est-à-dire, il ne suffit pas que certains éléments minéraux donc, fassent partie de la constitution d'un sol, c'est-à-dire un sol riche en fer. Ça ne veut pas dire que la plante peut utiliser le fer du sol. Il y a une autre condition, il faudra qu'il soit soluble. Il y a des conditions, il y a des paramètres qui font des fois que ces éléments en minéraux, bien qu'ils soient présents dans le sol, ils ne sont pas solubles dans la solution du sol, c'est-à-dire dans l'eau qu'il y a dans le sol qu'on appelle la solution du sol. Donc, s'ils ne sont pas solubles, ça veut dire que la plante ne peut pas en tirer profit. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, on parle ici de ce qu'on appelle la disponibilité des éléments minéraux. Donc, cette disponibilité des éléments minéraux, elle est liée à leur solubilité. Et la solubilité, vous la connaissez, donc il est affecté par un certain nombre de paramètres, dont la température, par exemple, le pH, les interactions avec les autres ions qui sont solubles également. Donc, il se trouve que lorsqu'il y en a des ions différents, donc tout ça, ça peut précipiter. Ça peut précipiter, ça veut dire que ça peut retourner à l'état solide. Si ça retourne à l'état solide, la plante ne peut plus utiliser. Donc, ce phénomène-là, donc en fait, c'est ce qu'on appelle la disponibilité des éléments minéraux. Donc, juste à retenir quelque part dans votre tête. Donc, il ne suffit pas qu'un élément minéral donc, soit présent dans le sol pour qu'il soit disponible. Il y a une autre condition, il faudra qu'il soit à présent dans la solution du sol, c'est-à-dire soluble dans la solution du sol. Alors maintenant, donc le sol, donc j'ai dit, donc et tout ça, vous le savez, donc il est constitué d'une partie solide et d'une partie gazeuse, d'une partie liquide. La partie solide elle-même,
on peut la subdiviser en deux grands groupes, donc ce qui est organique, ce qui est inorganique. Donc il y a l'eau et puis il y a les gaz. Alors maintenant, ça dépend de la constitution de cette partie solide, c'est-à-dire cette partie plutôt pas solide, mais cette partie minérale du sol, pour définir, donc pour répartir, pour distinguer différents types de sols. Donc, et ceci, donc c'est ce qu'on appelle la texture d'un sol. C'est-à-dire, il suffit donc en fait d'aller chercher les différentes proportions des différents constituants du sol, c'est-à-dire enfin dire que le solide contient 10% d'argile, 20% de sable et 50% de limon. Et en fonction de ces pourcentages-là, on distingue différentes textures. C'est ce qu'on appelle la texture d'un sol. La texture d'un sol, elle va dépendre des proportions des différents constituants du sol. Alors maintenant, déjà, donc, ce dont j'ai parlé à l'instant, donc en fait, les argiles, les limons et le sable, donc c'est des dénominations qui caractérisent en fait la taille des constituants. En fait, les argiles, c'est tout ce qui est inférieur à 2 microns. Tout ce qui est inférieur à 2 microns, donc on l'appelle argile. Tout ce qui est entre 2 microns jusqu'à 50 microns, on l'appelle des limons. Et puis, au-delà de 50 microns jusqu'à 2 millimètres, donc c'est ce qu'on appelle du sable. En fait, selon ici, donc vous avez un peu donc la taille donc schématisée dans cette figure-là. Donc vous voyez donc un peu ce qu'on appelle les argiles. Donc c'est la partie la plus fine. Les limons donc c'est un peu plus gros et puis le sable c'est beaucoup plus gros que les limons et que les argiles. Donc je disais donc en fonction des proportions de ces différents constituants, on définit ce qu'on appelle la texture d'un sol. Donc, vous avez donc des graphiques qui vous spécifient ça. Donc, vous avez les différentes textures, limono-argileux, argile limoneuse, etc., sable argileux et ainsi de suite. En fait, vous reportez juste la proportion des limons, 40% des limons et moins de 10% d'argile, ça vous donne un sol qu'on appelle sable limoneux. Et ainsi de suite. Donc, vous pouvez, en vous reportant les proportions d'argile et de limon, vous pouvez donc vous retrouver donc vous pouvez plutôt retrouver donc la texture de votre sol. Donc tout ça, j'entre pas beaucoup en détail. Donc je le répète, donc vous avez un module donc dédié à cette science-là qu'on appelle pédologie. Alors maintenant, ce qui est important aussi pour nous à savoir, c'est qu'en fait, quand on va analyser un sol pour déterminer pas sa texture, mais sa composition chimique, c'est-à-dire les teneurs, les proportions, les concentrations, si vous voulez, des différents éléments chimiques, généralement, donc en fait, c'est exprimé sous forme oxydée, c'est-à-dire si dans un sol, on vous dit ça contient 10% de potassium, en fait, ça ne contient pas 10% de potassium, ça contient 10% d'oxyde de potassium, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour les gens qui vont se spécialiser peut-être après. Donc, ils sachent qu'en fait, quand on parle de la teneur d'un élément minéraux d'un sol, en fait, on parle de la teneur de la forme oxydée de l'élément minéral, donc dans le sol. Bien, alors ici, donc la disponibilité, je viens d'en dire un mot. Donc, la disponibilité d'un élément minéral d'un sol, donc, il est lié à sa présence dans la solution du sol, c'est-à-dire à sa solubilité dans ses solutions. Donc, en fait, les paramètres qui influencent cette solubilité influencent la disponibilité de l'élément minéral. Ça veut dire qu'un élément minéral, bien qu'il peut être présent dans le sol, peut ne pas être disponible pour la plante à cause, donc, en fait, de paramètres qui ne conviennent pas à sa solubilité. L'un des paramètres à quoi on fait très attention au niveau du sol, c'est le pH. Le pH d'un sol, il influence la disponibilité des éléments minéraux. Il y a des éléments minéraux qui sont disponibles à des pH plutôt acides, il y en a d'autres qui sont disponibles à des pH plutôt basiques. Alors ici, donc, vous avez différents éléments minéraux, donc, et puis donc, la bande pour chaque élément minéral donc, peut s'élargir ou s'amincir donc, selon la zone de pH. Comment il faut lire ça? Donc, en fait, juste là où la bande s'épaissit,
c'est là où l'élément minéral est le plus disponible. Si je prends ici, par exemple, l'exemple du zinc, ici, alors ici, donc cette bande, elle est très mince, ça veut dire que le zinc, elle est peu disponible à des pH supérieurs à 7,5. Pour des pH basiques, le zinc est indisponible, c'est-à-dire même s'il est présent dans le sol, il n'est plus soluble dans la solution du sol, il est plutôt disponible vers des pH légèrement acides. En fait, la majeure partie des éléments, regardez ici, la majeure partie des éléments minéraux, donc en fait, ils sont disponibles vers des pH légèrement acides. Donc, c'est les pH qui convient le plus pour la disponibilité et la solubilité des éléments minéraux dans la solution du sol. Alors, ce pH du sol lui-même, donc il dépend de quoi? Il va dépendre de la constitution du sol, c'est-à-dire de sa constitution en éléments, en matière minérale. Dans un sol calcaire, par exemple, où il y a beaucoup de calcaire, donc en fait, il y aura forcément un pH plutôt alcalin, plutôt basique. Un sol qui contient beaucoup plus de silice, donc il va avoir plutôt un pH acide. Et en fonction des proportions de calcaire et de silice dans un sol, vous aurez différents types de pH. Donc, c'est comme ça que ça marche. Alors maintenant, le pH, je le répète, donc c'est un paramètre très important, déterminant pour la disponibilité des éléments minéraux. Donc, il faut y faire attention. Alors, des éléments minéraux qui ne sont pas disponibles à un certain pH, donc ils ne seront pas disponibles dans le sol, dans des sols qui ont ce pH-là. Alors ici, donc, je cherche donc, un exemple classique. Donc voilà, donc, par exemple, le fer, qui est un exemple classique, il est presque indisponible dans des sols calcaires, c'est-à-dire à pH basique. Donc, et souvent, donc, on fait ça pose problème au niveau de la croissance des plantes. C'est-à-dire, donc, au niveau des sols calcaires, il faut faire attention, il faut avoir ce réflexe-là. Donc, ça aussi, c'est un exemple pédagogique classique, donc, que vous pouvez rencontrer dans n'importe quel bouquin et n'importe quel enseignant de nutrition minérale, donc, pourra vous en parler. C'est que dès que le sol est calcaire, il faut faire attention au fer. Donc, le fer, on sait qu'il est indisponible dans les sols calcaires. Il faudra faire quelque chose pour que les plantes puissent utiliser donc en fait le fer qui est dans ces sols-là. Alors en fait, si on réfléchit un peu plus à la question, on va se rendre compte quand même que même dans les sols calcaires, par exemple, dans des sols où il y a indisponibilité de beaucoup d'éléments minéraux, dans ces sols-là, il y a quand même des plantes qui poussent. Alors, en fait, là, deux hypothèses. Donc, soit les plantes qui poussent dans un sol calcaire n'ont pas besoin de fer, de zinc et de ces éléments minéraux-là, ou bien ils en ont besoin, mais ils se débrouillent pour les avoir même dans ces sols où ils sont indisponibles. En fait, c'est cette deuxième proposition qui est vraie, c'est-à-dire dans un sol calcaire, les plantes calcicoles, c'est-à-dire qu'on appelle calcicoles, c'est-à-dire qu'ils peuvent pousser dans un sol calcaire. Donc, en fait, ils développent des stratégies qui leur permettent donc d'absorber, d'utiliser ces éléments minéraux. Alors maintenant, les stratégies, donc il faut pas beaucoup penser, beaucoup réfléchir pour avoir une idée. En fait, il suffit de changer le pH du sol. Voilà, donc est-ce que les plantes peuvent changer le pH du sol? Oui. Oui, les plantes donc, peuvent sécréter des acides à travers leurs racines. Comme ça, donc en fait, ils abaisseront le pH du sol et en abaissant le pH du sol au voisinage des racines, dans ce qu'on appelle la rhizosphère, ils peuvent rendre ces éléments minéraux disponibles et ils peuvent les utiliser. Donc ça, c'est une manière, c'est-à-dire donc en fait, ils peuvent acidifier, ils vont acidifier donc en fait le voisinage de leurs racines. D'ailleurs, donc en fait, cette partie du sol à côté des racines qu'on appelle rhizosphère, il a toujours un pH inférieur au pH du sol juste à côté, où il n'y a pas de racines. Donc les racines, ils sécrètent des acides organiques dans le sol pour rendre les éléments minéraux donc plus disponibles. Alors, autre stratégie, donc en fait, les plantes également peuvent
sécréter des chélateurs, c'est-à-dire des molécules qui peuvent complexer les éléments minéraux. C'est ce qu'on appelle les chélateurs et le phénomène, on l'appelle chélation, tout simplement. Alors, donc, les plantes vont sécréter via leurs racines des molécules qui sont capables de complexer les éléments minéraux et après, une fois cet élément complexé, donc en fait, la plante peut absorber le complexe en entier, c'est-à-dire donc ils vont sécréter des complexes ondes. Et puis, donc, en fait, la plante, par la suite, il va récupérer la totalité après avoir pêché, en quelque sorte. Ils vont à la pêche, après avoir pêché les éléments minéraux, ils vont absorber. Et donc, en fait, la totalité, donc, en fait, du complexe. Et c'est comme ça qu'ils peuvent se nourrir convenablement en éléments minéraux dans un sol où ils ne sont pas disponibles. Donc, on fait différentes stratégies. Donc, il y a un abaissement de pH ou, donc, on fait de la chélation. À côté de cela, donc, il y a d'autres stratégies dont on va parler peut-être juste dans un instant. Alors maintenant, ces éléments minéraux, donc, là, c'est juste des chélateurs. Donc, en fait, il y a des chélateurs naturels dont je viens de parler qui sont sécrétés par les plantes, mais il y a des chélateurs chimiques qu'on peut utiliser maintenant, c'est-à-dire donc des molécules chimiques qu'on peut utiliser dans un sol pour chélater des éléments minéraux, pour les complexer, pour les rendre disponibles pour les plantes. D'ailleurs, le fer dont je vous ai parlé, qui est un exemple classique, il est souvent vendu sous une forme complexe et sous une forme chélatée, et c'est comme ça qu'on est sûr que les plantes vont utiliser, même dans un sol où il risque de ne pas être disponible. Alors maintenant, on va parler d'autre chose, c'est-à-dire ces éléments minéraux donc, qui peuvent être solubilisés dans la solution du sol. En fait, il y a une partie qui est soluble, mais il y a une partie qui est absorbée sur les argiles, sur les particules argileuses du sol. Donc, en fait, il y a un équilibre qui s'établit entre ce qui est soluble et ce qui est absorbé et sur le sol. Et souvent, là aussi, donc, en fait, les plantes, en sécrétant des éléments minéraux et en acidifiant le voisinage des racines, en fait, ils vont désorber ces éléments minéraux, c'est-à-dire les protons H+, que la plante va sécréter dans le sol. Ils vont prendre la place des éléments minéraux qui sont absorbés donc, sur les argiles, et c'est comme ça qu'ils vont être beaucoup plus disponibles dans la solution minérale du sol. Alors maintenant, les argiles sont souvent chargées négativement, pas souvent, mais ils sont sûrement chargés négativement, mais par conséquent, ils peuvent absorber des cations. Ce sont les cations qui vont venir s'absorber sur la surface des particules argileuses, et par conséquent, donc en fait, les protons H+, qui sont également chargés positivement, peuvent désorber, c'est-à-dire peuvent prendre la place du cation. Et c'est comme ça le cation qui va être plus disponible pour l'absorption par la plante. Alors, autre conséquence de cette charge négative des particules argileuses, c'est que les anions, c'est-à-dire les éléments chimiques, minéraux chargés négativement, ils ne peuvent pas s'absorber. Alors, ils ne peuvent pas s'absorber, c'est-à-dire qu'ils sont plus disponibles pour la plante. Ceci d'un côté, donc en fait l'azote du sol, l'azote dans le sol, il est souvent présent sous une forme oxydée, chargée négativement, donc soit des nitrates, c'est-à-dire NO3-, soit des nitrites NO2-. Alors maintenant, donc ces anions, en tout cas, ces anions ne peuvent pas s'absorber sur les particules argileuses, ils ne sont pas retenus par les particules argileuses, et par conséquent, ils sont plus disponibles par la plante. Et il y a une autre conséquence, c'est qu'ils peuvent se déplacer dans le sol. Puisqu'ils ne sont pas retenus, donc ils peuvent partir avec l'eau du sol. Ils ne sont pas retenus par les particules argileuses, donc ils peuvent aller là où va l'eau. Et des fois, quand il y a beaucoup d'eau, donc en fait ces éléments, on les perd du sol. Quand il y a beaucoup d'eau, donc en fait tous ces éléments-là sont lessivés. On parle de l'exsiviation, pas de lessivage, mais on parle de l'exsiviation, c'est-à-dire, donc, en fait, ces éléments-là, ils vont partir avec l'eau parce qu'on a trop, ils ne restent plus dans le sol. Alors maintenant, ce phénomène-là, donc, ça peut entraîner d'autres conséquences,
c'est-à-dire déjà un appauvrissement du sol en éléments minéraux, donc s'il y a trop d'eau dans le sol, mais ces éléments en partant, ils vont où? En partant avec l'eau, ils vont où? Ils vont dans les cours d'eau, dans les réserves d'eau, donc soit souterraines, etc. Et ça entraîne une pollution. Alors, la pollution la plus connue aussi de ce genre-là, par l'exfoliation, ce sont la pollution des molécules azotées, c'est-à-dire le nitrate. Alors, les nitrates, dans tous les systèmes d'agriculture intensifs, donc ils sont apportés d'une manière accrue, c'est-à-dire en grande quantité, à travers des engrais chimiques. Alors maintenant, c'est aussi par la même occasion, donc on irrigue d'une manière intensive. Il y a beaucoup de ces nitrates qui vont partir dans les cours d'eau. Alors les nitrates aussi, donc ils sont utilisés par les micro-organismes qui poussent dans les plans d'eau, c'est-à-dire que dans les lacs, dans les rivières, etc. C'est surtout des algues. Donc il y a une prolifération des algues dans ces réserves d'eau. Alors maintenant, donc, tout ça, c'est le phénomène d'eutrophisation, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'eutrophisation. Ça finit, donc ces algues, donc ils finissent par, donc en fait, consommer tout l'oxygène de l'eau, donc par empêcher les rayons de soleil de rentrer à l'intérieur du lac. Donc c'est tout un phénomène donc, entraîné par cette pollution azotée et qu'on appelle l'eutrophisation des lacs. Bien, alors maintenant, donc on revient à ce qui nous intéresse ici, donc vous avez compris, donc en fait, que selon la charge des éléments minéraux, donc si c'est chargé positivement, s'il s'agit d'un cation, donc il est retenu par les particules argileuses, s'il est chargé négativement, il n'est pas retenu, et ça a des conséquences. Alors ça a premièrement des conséquences sur la disponibilité, deuxièmement, ça a des conséquences sur la mobilité de l'élément minéraux. Quand il n'est pas retenu, donc cet élément, il est plus mobile que lorsqu'il est retenu, donc en fait, on vient de le voir, cet azote, ces nitrates, donc en fait, ils sont plus mobiles. Alors en fait, ils sont plus mobiles, ça peut être aussi positif. Donc je viens de vous expliquer que ça peut être négatif et ça peut entraîner des pollutions. Mais ça peut être aussi positif dans le sens où, donc quand c'est mobile, ça veut dire qu'en fait, ces éléments-là, donc ils peuvent aller à la rencontre des racines beaucoup plus facilement. C'est-à-dire puisque ça bouge, donc en fait, au voisinage des racines, donc en fait, tous les éléments minéraux qui se trouvaient au voisinage des racines donc, sont déjà absorbés, et puis ceux qui sont un peu loin donc, vont pouvoir se déplacer donc, jusqu'au voisinage des racines, et par conséquent, ils vont également être absorbés par la plante. Alors ceci, ça implique quoi? Ça implique que la plante, il peut utiliser, donc il peut épuiser de grands volumes de sol pour un élément mobile, c'est-à-dire un élément mobile. Donc, si vous voulez l'apporter vous-même sous forme d'engrais à une plante, vous n'êtes pas obligé de le mettre à côté de la racine. Donc, même s'il se retrouve un peu plus loin de la racine, donc on sait qu'il peut être transporté par l'eau du sol jusqu'aux racines. Alors maintenant, s'il s'agit d'un élément qui s'absorbe sur les particules argileuses, donc si vous le mettez un peu plus loin des racines, donc en fait, il restera là où vous l'avez mis parce qu'il va s'absorber, il va s'accrocher aux particules argileuses et il ne va pas bouger. Alors ceci, ça induit autre phénomène, c'est ce qu'on appelle la zone d'appauvrissement des racines, c'est-à-dire pour un élément mobile, puisque, comme je viens de le dire, puisque les racines peuvent utiliser donc même des éléments qui sont un peu plus loin, en fait, les racines vont épuiser donc en fait un grand volume du sol autour de la racine, c'est-à-dire dans un grand volume du sol autour de la racine, les concentrations en cet élément minéral donc vont être extrêmement basses. À l'inverse, un élément qui ne se déplace pas, la racine ne peut utiliser que ce qui est au voisinage immédiat de la racine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 1 millimètre de la racine, donc on peut encore retrouver des éléments minéraux, mais puisqu'ils ne bougent pas, ils vont rester là, et puis la plante, les racines ne peuvent pas les absorber. Et la zone d'appauvrissement, c'est-à-dire la zone où il n'y a plus cet élément-là autour de la racine, ça va être très réduit. Donc, juste
ce que je veux que vous compreniez à travers ce que je viens d'expliquer, c'est la relation entre la zone, ce qu'on appelle la zone d'appauvrissement, c'est-à-dire la zone qui est épuisée par les racines en éléments minéraux et la mobilité des éléments. C'est-à-dire plus un élément est mobile, plus la zone d'appauvrissement est grande et plus un élément est immobile, plus cette zone d'appauvrissement est restreinte autour de la racine. Alors, les racines, donc là aussi, donc je ne vais pas entrer dans le détail. Donc, en fait, ça, vous l'avez vu dans votre cours de biologie végétale. Donc, il y en a différents types, différentes morphologies, différentes structures des racines, donc, et tout ça. Donc, je n'entre pas dans le détail. Par contre, à la question de se poser, est-ce que toute la surface racinaire peut être responsable de l'absorption des éléments minéraux? Je vous réponds que non. Donc, en fait, ce sont les parties jeunes de la racine, c'est-à-dire c'est autour des apex, autour des extrémités des jeunes racines qui sont les plus actives dans l'absorption. Déjà, donc, en fait, vous voyez, c'est pas tout le long de la racine, pas tout le long des surfaces racinaires, donc, en fait, que se fait l'absorption. Donc, l'absorption, il se fait généralement aux extrémités des racines, donc dans les parties les plus jeunes, qui n'ont pas encore tout simplement de parois secondaires. Donc, ils n'ont que cette paroi primaire dont on a parlé quand on a parlé du transfert d'eau, qui est complètement perméable à l'eau. Il est perméable aussi, donc, en fait, aux éléments minéraux. Donc, en fait, la paroi pectocellulose primaire. Donc, c'est une sorte de grillage, de maille, où peuvent transiter donc l'eau, les molécules d'eau et les ions minéraux, donc sans aucun entrave. Donc c'est après que ça se pose, qu'il y a un problème ou qu'on peut se poser des questions, c'est comment tous ces éléments-là chimiques rentrent dans les cellules. Alors, la même chose dont on a parlé la dernière fois, donc en fait, il y a différentes voies, c'est soit rester à l'extérieur des membranes cellulaires, c'est-à-dire dans l'apoplasme, ou rentrer dans le symplasme et circuler dans le symplasme, ou bien les deux, c'est-à-dire rentrer et sortir, et c'est ce qu'on appelle la voie transmembranaire, c'est-à-dire à chaque fois, ça franchit une membrane, et quand je parle, et quand je dis ça franchit une membrane, c'est-à-dire ça franchit une membrane à travers un transporteur membranaire. Il y a cette obligation-là qu'il ne faut jamais oublier. Il faut que, obligatoirement, pour tous ces éléments-là qui sont hydrophiles, qui sont solubles dans l'eau, et qui ont ce caractère-là hydrophile, donc en fait, qu'ils transitent dans les cellules à travers donc des transporteurs spécialisés. Bien, alors en fait, il y a la même chose que pour les molécules d'eau, donc soit la voie symplasmique, apoplasmique ou transmembranaire, et tout ça également, donc juste la même chose pour l'eau, donc jusqu'à la couche d'endoderme, c'est-à-dire cette couche spéciale, donc on appelle aussi également la bande de Gaspari, qui entoure donc en fait ce qu'on appelle la stèle ou le cylindre central. Donc en fait, tout ça transite jusqu'ici, donc en fait, cet endoderme-là, d'un point de vue anatomique, donc il a cette particularité d'avoir donc une membrane secondaire. Il a une paroi secondaire, donc il a déjà une paroi primaire et puis une paroi secondaire. Et la paroi secondaire, il est imperméable à l'eau, il est imperméable aux éléments minéraux. Bien. Alors maintenant, donc le même problème, comment ces éléments minéraux, donc ça franchit ça, cette barrière-là, il y a obligation que ça passe dans le symplasme. C'est-à-dire qu'il faudra déjà rentrer dans une cellule avant l'endoderme pour rentrer dans les cellules de l'endoderme à travers les plasmodesmes et à travers le symplasme. Ce qu'il faut retenir là, c'est qu'à partir de cette couche d'endoderme, tous les éléments qui arrivent jusqu'ici, ils ont déjà transité par la membrane plasmique. Transité par la membrane plasmique, ça veut dire qu'ils ont été transportés par des transporteurs membranaires. Alors, c'est une sorte de douane, c'est là où la plante va exercer un tri sélectif, c'est-à-dire elle va choisir ce qui va rentrer dans le cylindre central et qui va avoir accès au vaisseau conducteur et ce qui ne va pas l'être. Donc, depuis l'épiderme jusqu'à l'endoderme, tout ça, en fait, tous les éléments minéraux, quel que soit l'élément minéral, donc on peut le retrouver dans cette partie de la plante, dans cette partie de la racine. Donc, il n'y a aucun contrôle parce qu'en fait, ça peut rentrer à travers la paroi
primaire et rester à l'extérieur des cellules, à rester à l'extérieur des membranes cellulaires, donc il n'y a aucune barrière. Alors maintenant, mais là, tout ce qui passe l'endoderme devrait déjà se retrouver dans le symplasme. Se retrouver déjà dans le symplasme, ça veut dire qu'il est déjà passé à travers un transporteur membranaire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un tas d'éléments pour qui des transporteurs membranaires n'existent pas. Donc, les cellules ne synthétisent pas ces protéines transmembranaires qui jouent le rôle de transporteur. Ils n'ont pas de transporteur et par conséquent, ils ne peuvent pas rentrer. Donc, c'est une sorte de douane. C'est là où s'exerce la sélection de ce qui va arriver au vaisseau conducteur et ce qui va être distribué à toute la plante. Donc voilà, globalement, c'est ça dont je voulais vous parler durant cette première séance, donc qui est une introduction donc à la nutrition minérale, donc même la deuxième séance aussi, donc ça reste dans les notions fondamentales, basiques, générales, donc on fait de la nutrition minérale. Donc ici, la rhizosphère, j'en ai un peu parlé, donc en fait, c'est le volume du sol occupé par les racines. Alors, ce volume du sol occupé par les racines qu'on appelle rhizosphère a des caractéristiques physico-chimiques et biologiques complètement différentes du sol juste à côté. Alors, ils ont des caractéristiques physico-chimiques et biologiques différentes parce qu'en fait, c'est la plante elle-même qui va modifier, donc en fait, ces caractéristiques-là par toutes les substances qui sont sécrétées par la plante à travers les racines. Alors, ces substances qui sont sécrétées par la plante à travers les racines, on va en distinguer deux types. Donc, ce qu'on appelle les mucilages et ce qu'on appelle les exudats racinaires ou les mucilages. Donc, en fait, ça dépend juste des tailles. Donc, quand c'est des grosses molécules, on les appelle mucilages. Quand c'est des petites molécules, on les appelle des exudats racinaires. Alors maintenant, donc, si on regarde un peu, donc, en fait, les caractéristiques de cette rhizosphère, donc, en fait, le nombre de bactéries, d'actinomycètes et de champignons. Alors ici, donc, c'est les jours après germination d'une plante. C'est-à-dire, on va regarder ce qui se passe pour cette plante-là, au voisinage de cette plante-là qui vient de germer. Alors, en fait, le premier jour, donc, en fait, dans le sol où la plante va germer, donc où il y a un bout de racine, donc vous avez déjà beaucoup plus de bactéries que dans l'autre sol juste à côté où il n'y a pas la plante. Et puis, ce nombre de bactéries ne fait qu'augmenter en fonction du développement des racines. Alors, c'est la même chose également pour les actinomycètes. Donc, il y a beaucoup de ces actinomycètes qui vont se développer juste dans cette rhizosphère, alors que dans le sol non rhizosphérique, donc en fait, il ne se passe presque rien, il n'y en a pratiquement pas. Alors la même chose également pour les champignons. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce voisinage des racines, en plus de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire il y a des substances chimiques, des composés chimiques que la plante va sécréter dans ce voisinage. En plus de ça, il y a beaucoup de bactéries, de champignons et d'actinomycètes, beaucoup de micro-organismes qui vont se développer. Alors, ces bactéries-là qui vont se développer vont également aider la plante à rendre les éléments minéraux donc plus disponibles. C'est-à-dire toutes ces bactéries, tous ces actinomycètes, tous ces champignons vont également solubiliser, contribuer à la solubilisation de ces éléments minéraux donc par les mêmes mécanismes, c'est-à-dire soit la sécrétion d'acide, soit la sécrétion de chélateurs. Donc, en fait, la plante, il peut rendre les éléments minéraux dans la rhizosphère disponibles en sécrétant des acides ou des chélateurs directement, mais également il va sécréter beaucoup d'autres substances organiques, donc on va répartir en deux grands groupes, qu'on appelle mucilage ou oxydase racinaire, et toutes ces substances organiques, en fait, ils vont servir à quoi? Ils vont servir à la culture de micro-organismes. En fait, la plante, il va cultiver les micro-organismes à côté de ses racines. Il va mettre beaucoup de sucre, beaucoup d'acides aminés, beaucoup de vitamines, etc. Ceci peut sembler comme une perte parce qu'en fait, la plante, il a déjà dépensé de l'énergie. Elle a dépensé de l'énergie pour synthétiser donc,
ses sucres, ses acides aminés, donc ses vitamines. Il a dépensé de l'énergie et puis donc il va les faire sortir à travers ses racines pour les mettre dans la rhizosphère. Ça semble comme une perte, c'est pas vraiment une perte parce qu'en fait en faisant cela, la plante il va rendre les conditions de la rhizosphère favorables au développement des micro-organismes. Alors, développement des micro-organismes, ça sert à quoi? Je viens de vous le dire. Ça sert tout d'abord à également contribuer donc à rendre meilleure la disponibilité des éléments minéraux. C'est-à-dire ces micro-organismes également donc, vont se développer autour de la rhizosphère. Ils vont également contribuer à ce que ces éléments minéraux du sol donc, soient plus disponibles pour la plante. Mais il y a autre chose. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de matière organique. Donc, tous ces micro-organismes, c'est de la matière organique. Donc, il y aura plus de matière organique autour des racines. Alors, la matière organique dans un sol, donc ça contribue à la rétention d'eau. C'est-à-dire, en fait, l'eau dans cette zone-là, donc cette zone-là va rester beaucoup plus humide. Il va retenir l'eau beaucoup plus que dans un sol où il y a peu de matière organique. Alors, autre chose. Donc, en fait, la plante, en cultivant en quelque sorte beaucoup de micro-organismes autour des racines, et dans la majorité des cas, donc en fait, ce qu'elle souhaite et ce qu'elle fait, c'est que ce sont des micro-organismes qui ne sont pas pathogènes. C'est-à-dire, ce n'est pas des micro-organismes qui vont attaquer la plante, qui vont causer donc en fait des maladies pour la plante, ce n'est pas pathogène pour la plante. Alors, en faisant cela, donc en fait, comme s'il permet l'occupation de la place par des agents qui ne sont pas pathogènes. C'est-à-dire, dans cette rhizosphère-là, des organismes, des bactéries, des champignons pathogènes auront du mal à se développer parce qu'ils auront une concurrence accrue vis-à-vis des éléments nutritifs qui est livrée. Donc, cette concurrence, donc, il va se faire par l'intermédiaire des micro-organismes non pathogènes. C'est-à-dire, il y a beaucoup de micro-organismes non pathogènes. Et par conséquent, les micro-organismes pathogènes, donc, ils ne vont pas beaucoup se développer parce qu'il n'y aura pas assez de nourriture, il n'y aura pas assez de nourriture pour eux. Et c'est comme ça aussi que la plante va se protéger contre les pathogènes. Donc, protection contre les pathogènes, augmentation de la teneur en matière organique pour la rétention d'eau et amélioration de la disponibilité des éléments minéraux. Bien, alors je vous ai dit donc en fait que ici donc vous avez un tableau qui cite un peu donc, tous les types de molécules organiques qu'on va retrouver dans la rhizosphère et qui sont sécrétées par la plante. Vous voyez, donc, vous avez tous les acides aminés, vous avez des acides organiques, donc on fait tous les acides du cycle de Krebs, donc vous en avez beaucoup plus que ça, donc vous avez des sucres, vous avez des vitamines, vous avez des enzymes, donc en fait tous ces molécules-là, en fait, ils ont été synthétisés par la plante et ils ont coûté de l'énergie à la plante, et puis la plante, donc elle va les céder dans la rhizosphère, elle va les céder à côté des racines pour tout ce que je viens de vous expliquer, pour augmenter la disponibilité des éléments minéraux, pour augmenter la rétention d'eau et pour se protéger contre les pathogènes. Alors maintenant, donc la rhizosphère, il n'y a pas que des micro-organismes, il y a également des organismes beaucoup plus complexes. Donc vous avez donc tout ce qui est nématodes, des vers, etc. Donc, et des insectes, etc. Donc tout ça, donc en fait, dans la rhizosphère, donc c'est un écosystème à lui tout seul, donc que la plante entretient pour mieux se nourrir et pour mieux se protéger. Donc voilà la conclusion donc, de cette séance-là. Et puis donc on continuera la prochaine fois. Alors comme d'habitude, on va se réserver une petite 5 minutes peut-être plus s'il y a des questions, s'il y a plus de questions, pour que je puisse vous répondre